Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour notre soirée débat et performance artistique. Soirée débat sur eau, sources de vie et défis écologiques sur le continent africain. Donc, je ne sais pas si on attend peut-être un petit peu que les gens se connectent. Je vais faire une introduction tranquillement, comme ça, le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, pour commencer cette soirée débat, est organisée pour la 6e édition de la Semaine des Afriques et dans le cadre de notre programme DEFI d'initiative développement. C'est organisé avec le soutien de l'Institut des Afriques de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Agence artistique d'art contemporain Wassani Yaléo et du Cobalt de Poitiers. Donc Poitiers, nous sommes en direct de Poitiers d'ailleurs. Donc c'est une ville, la ville où siège Initiative Développement et qui nous apporte beaucoup d'aide pour nos actions, notamment au Tchad en matière d'eau et d'assainissement. Nous sommes également en direct, surtout du Cobalt, et nous sommes navrés que vous ne puissiez pas être avec nous ce soir, car c'est un tiers-lieu magnifique, innovant et dédié au numérique. Mais malgré tout, vous êtes là et c'est pas grave. On se réinvente et ça nous permet peut-être d'avoir davantage de monde qui nous suivent partout en France et pourquoi pas, on peut l'imaginer et on l'espère partout dans le monde. Donc voilà, avec bien sûr, c'était évident, mais la crise du Covid qui nous empêche de faire notre événement en présentiel. Peut-être pour commencer, laisser le temps à tout le monde d'arriver dans le chat. N'hésitez pas, peu importe d'où vous nous regardez, sur Facebook, sur YouTube, nos différents réseaux sociaux, vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez aussi, c'est toujours intéressant, et vous familiariser avec le chat, puisque à 19h, il y aura le débat qui sera lancé, c'est-à-dire qu'en fait, nos intervenants répondront à vos questions. Et donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous familiariser avec ça dès maintenant, et au fur et à mesure que l'événement progresse, vous pouvez poser vos questions. Et Isabelle Berrier en backstage fera remonter tout ça à 19h. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je suis Julie Cauchois, je suis assistante de communication chez Initiative Développement. Et si nous avons fait cet événement ce soir, cette soirée débat et performance artistique, c'est parce que nous en avons assez de constater que nous vivons dans un monde inégalitaire où il y a encore beaucoup trop de femmes et d'hommes qui vivent dans des conditions de vie peu décentes et qui manquent d'accès à des ressources vitales comme l'eau, des ressources en plus qui s'épuisent de plus en plus. Voilà, donc pour nous, la solidarité internationale doit être moteur pour la dignité humaine et également pour la planète. Donc, ce que nous voulons, c'est construire un monde qui soit plus équitable et où chacun en fait est libre d'agir dignement sur son environnement dans le respect des autres et de la planète. Donc voilà, ça nous tenait vraiment à cœur que vous soyez avec nous ce soir déjà et d'organiser cette soirée débat et performance artistique sur le thème de l'eau, source de vie et défis écologiques sur le continent africain. Donc vous êtes avec nous pour 1 heure, un peu plus peut-être, et vous allez assister en avant-première à une performance unique de l'artiste béninois Rafi Okefolohan. Donc on a avec nous Cindy Olou, qui est de l'agence artistique Wassani Yaléo et qui va nous aider à décrypter cette performance artistique en live. Donc merci Cindy d'être avec nous ce soir. Nous avons également, alors je vais me décaler un petit peu pour vous montrer, Laurent Lucot, qui est conseiller municipal de la ville de Poitiers, notamment en thématique d'urbanisme et d'eau. Merci également de vous être déplacé pour être avec nous ce soir. Pour ce qui est d'idées, nous avons donc
À ma gauche, Michael Joss, notre expert eau et assainissement. Et à ma droite, Emmanuel Poilane, le directeur général d'Initiative Développement. Voilà, donc avant de lancer le début de cette soirée, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas tout au long des interventions à les poser. Et elles seront remontées par votre porte-parole Isabelle Berrier. Merci également à Madame Kassouchotte, qui est adjointe à la déléguée à l'action sociale et solidaire de la ville de Mérignac, qui nous regarde et qui peut-être posera des questions également avec vous dans le chat. Donc maintenant, place à la performance artistique. Et Cindy Olou, à vous la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Julie pour cette introduction. Donc là, vous allez voir une performance artistique de Rafi Okefolahan, un artiste béninois pluridisciplinaire qui a également créé un centre culturel au Bénin qui s'appelle la Grande Place à Porto Novo. Et cette performance artistique a évidemment, par cohérence avec la soirée, est autour du thème de l'eau, de sa symbolique, mais aussi de tout ce qu'elle peut représenter au niveau traditionnel, environnemental, écologique et social. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la performance qui s'intitule Procession. Et donc là, vous avez assisté à la première partie de la performance qui pose un peu vraiment le décor. On voit 7 performeurs qui font une procession autour d'une piscine. Au centre de la piscine, vous avez Rafi Okefolahan qui est en train de performer une sorte de rituel où il se recouvre de farine et d'huile jaune. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de références tout au long de la performance, vous allez le voir à plusieurs reprises, qui évoquent la religion vaudou au Bénin, qui est une des religions officielles du pays. Et c'est une religion avec un panthéon très hiérarchisé où les divinités sont des messagers entre le divin et l'être humain. Les éléments de la nature ont un rôle extrêmement important également, et notamment l'eau. Et là, il y a une des divinités qui est évoquée qui s'appelle Dambala Wedo. Donc excusez-moi pour la prononciation parce que je ne le prononce peut-être pas très bien, qui est une divinité liée aux rivières et aux eaux de source, qui est une divinité de la fécondité, de l'abondance et des connaissances. Il donne des conseils judicieux. Et on le reconnaît à des éléments très précis ici, qui sont à la fois la farine dont se recouvre Rafi, qui est très reconnaissable, la farine blanche, le sirop de maïs, mais aussi l'arc-en-ciel, puisque ici les costumes des performeurs qui font toute cette procession autour de la piscine évoquent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel précisément. Et c'est parce que l'arc-en-ciel apparaît quand il pleut. Et donc c'est cette idée aussi que pendant très longtemps, on a appelé l'eau à travers des rites, des rituels, des libations, des offrandes en divinité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette première partie.
Et face à cette dimension très spirituelle ici, vous remarquez tout de suite le décor, c'est-à-dire une piscine vide, un hôtel, et en fait c'est un hôtel abandonné au Bénin. Donc vraiment un lieu laissé à l'abandon complètement. Et ça permet à Rafi, derrière toute cette dimension du rituel et de spiritualité, d'aborder aussi la question de disparité d'accès à l'eau. C'est-à-dire que les touristes ils peuvent se baigner dans des piscines pleines d'eau. Et à côté de ça, les populations ont de grandes difficultés, parfois même à accéder simplement juste à de l'eau potable. Et c'est ici représenté par un peu ce contraste entre la dimension rituelle de la performance et l'espace complètement abandonné de cet ancien hôtel. De vivre au Bénin pendant plusieurs années et c'est vrai que je trouve très intéressant à la fois cette dimension symbolique avec toutes les croyances vaudou et donc ce rapport à la nature, ce rapport au cycle, etc. Et puis cette réalité occidentalisée qui a amené du tourisme et qui a creusé des décalages entre ce que vivent les gens qui ont l'argent, qui ont la possibilité d'avoir accès donc, à une qualité. Je me permets, on a le micro apparemment qui est éteint. Non, non, il est allumé. Là. Allez-y. Là, vous m'entendez? Ah bah oui. Oui, excusez-moi, du coup, un petit problème de micro. Oui, donc je disais, c'est vraiment intéressant de voir le décalage qu'il peut y avoir avec les croyances, avec cette dimension de tourisme et avec ce que vivent les gens très près. Et c'est quelque chose qui est éclectique, qu'on voit un petit peu partout sur la planète. Et c'est pour ça que, quelque part, chez nous, en Europe, on a un peu l'impression que ces dimensions de croyances ont disparu et qu'on peut traiter de la question de l'eau de façon très pragmatique, très rationnelle, alors que pour autant, ce serait intéressant de laisser sa place à l'eau, de laisser la place à l'eau de vie, à cette eau qui fait que nos cités sont construites proches de rivières, comme c'est le cas sur Poitiers, que les villages sont au bord d'une source, etc. Donc cette dimension de rapport à l'eau est quelque chose de vraiment très important pour nous. Et donc c'est pour ça, peut-être Laurent, dans le rapport que vous avez avec donc, la collectivité à la fois de Poitiers, mais aussi plus largement le syndicat Haute-Vienne, et avec ces acteurs, vous êtes vous-même en lien avec cette dynamique de coopération décentralisée. Est-ce que vous retrouvez sur votre territoire ces mêmes décalages entre des espaces très urbanisés et des espaces ruraux où l'accès à l'eau, même s'il n'est pas dans la même difficulté qu'en Afrique, pour autant, il peut y avoir aussi des décalages très importants? Alors bonsoir, hein, merci de nous avoir invités dans ce lieu qui mériterait, et on l'espère, prochainement recevoir beaucoup plus de monde, notamment pour parler d'une thématique fondamentale qui est la ressource en eau, son utilisation. Il ne faut pas oublier, puisque l'eau courante, et je dirais il y a des automatismes qui s'opèrent de façon domestique, c'est qu'on arrive dans un lieu d'habitation, on ouvre le robinet pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, nous avons l'eau courante, potable, et même on peut jouer sur la température de cette eau. Il ne faut pas oublier que c'est la denrée alimentaire essentielle à toute existence et à la vie. Alors ce qu'on remarque sur un territoire comme Grand Poitiers, ou plus largement avec Haute-Vienne sur l'ensemble du département, il y a des différences d'accès à l'eau, il y a bien sûr toujours des problèmes qui existent, mais on n'est pas du tout dans ces échelles de grandeur que rencontrent effectivement Initiative Développement et d'autres ONG. Bien évidemment, là on parle d'écart, de problèmes de ressources très aigus, je dirais même de drames sanitaires et humanitaires. Qu'est-ce qu'on peut détecter sur notre territoire? Plutôt effectivement des familles qui ont des fragilités sociales par rapport à un accès à l'eau ou de pouvoir effectivement répondre d'une façon budgétaire à une consommation, je dirais, aisée de cette eau. Alors effectivement, il y a des différences, mais je dirais par rapport au coût d'investissement sur des zones fortement urbanisées,
il y a des installations qui fonctionnent, qui sont là depuis très longtemps. Et puis, sur des zones beaucoup plus isolées ou en cours de construction, il faut amener cette ingénierie, effectivement, à la population. Alors, c'est des choses qu'on connaît parfaitement, les services maîtrisent, qu'on travaille. Il y a effectivement des petites inégalités sur le territoire national et départemental, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout ces échelles de grandeur, et heureusement. Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, je dirais, citoyens, d'avoir un regard vers l'extérieur, un regard vers les populations qui ne bénéficient pas de cette richesse et de ce confort d'accès à l'eau potable, je dirais, à domicile. Puisque en France, vous consommez l'eau, vous la consommez, et puis c'est une denrée, et vous la payez après, soit 6 mois ou 1 an lors de votre facturation. Donc c'est quelque chose, on a tendance à l'oublier, mais généralement, quand vous achetez une denrée alimentaire, vous allez dans un magasin, vous payez la denrée, vous la consommez. L'eau, ce processus est totalement inversé, vous la consommez, et puis après, vous la payez. Donc voilà quel est le processus sur l'ensemble du territoire. Après, ce qui est intéressant, du coup, c'est vrai qu'on a tellement rendu l'eau accessible chez nous qu'on a perdu ce rapport à la nature en tant que telle, et on n'a plus de gens qui chantent pour appeler la pluie, quoi. Et c'est vrai qu'au Bénin notamment, cette dimension de rapport à l'eau par la pluie, et donc quelque part de demander à ce que l'eau vienne vers les personnes qui en ont besoin, c'est quelque chose qui nous est inconnu. Et je ne peux pas m'empêcher de raconter une anecdote par rapport à cela. Tous les ans, au 14 juillet, l'ambassade de France organise une fête pour les Français à Cotonou. Et il y a un nouvel ambassadeur qui était arrivé. Et donc, tous les ans, normalement, il paye pour avoir quelqu'un qui vient pour éviter la pluie. Parce que le 14 juillet, au Bénin, il pleut, souvent. Et donc, il payait tous les ans pour éviter la pluie. Et il y a un nouvel ambassadeur qui arrive et qui dit « Non, moi, il est hors de question que je paye pour éviter la pluie. Ça ne correspond pas à nos croyances. Et donc, on ne paye pas pour éviter la pluie. » Et donc, tous les Béninois qui étaient autour lui disaient « Mais vous savez, ce serait quand même peut-être mieux, quand même, c'est pas très cher, et pour éviter la pluie. » Et donc, ils refusent catégoriquement de payer pour éviter la pluie. Et le 14 juillet approche, tout se prépare, 19h, tout va bien. 20h, les invités arrivent et des trompes d'eau pendant 3 heures. Et évidemment, juste après ça, l'année suivante et les années suivantes, l'ambassadeur a accepté qu'on paye pour éviter la pluie. Il ne pleuvait plus le 14 juillet. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour nous qui sommes très cartésiens de regarder aussi les choses par rapport à cette sensibilité que peuvent avoir les Africains, et en tout cas les Béninois, avec toutes les croyances qui existent au Bénin, pour s'enrichir aussi de ça, pas forcément y croire de façon radicale, mais en tout cas s'enrichir de ça pour se dire, voilà, tout n'est pas toujours écrit comme on le pense nous, mais il y a parfois une vision du monde qui est intéressante à aborder aussi pour nous. Du coup, on va passer peut-être à la deuxième partie de la vidéo avant de réécouter Cindy.
Donc là, vous venez de voir la deuxième partie de la vidéo où la procession quitte l'hôtel abandonné pour se rendre sur la plage. Et on a une évocation assez claire de toute cette tradition des porteurs et porteuses d'eau qui doivent sortir, aller chercher l'eau. Et cette fois, ils vont chercher l'eau à la mer qui est juste à côté. Et il faut savoir qu'il y a vraiment cette idée de difficulté parce qu'ils doivent traverser 50 mètres de sable pour aller chercher l'eau. Et la mer, c'est une autre divinité vaudou qui s'appelle Avlekete, à nouveau désolée si je le prononce pas bien, et qui est une divinité farceuse et qui évoque le mouvement perpétuel et qui est évoqué par le mouvement des vagues. Et c'est aussi une divinité qui représente un peu cette omniprésence permanente de l'eau partout, puisqu'il faut savoir que dans la pensée vaudou, l'eau accompagne tout, elle accompagne tous les rituels, elle est vraiment un lien de vie. Il puise l'eau avec des fleurs en plastique qui ont été réalisées par Rafi Okefolahan, qu'il réalise à partir de plastique récupéré et avec lesquels il fait des installations. Et donc il y a aussi toute cette réflexion autour de la pollution, du plastique, de l'accès à l'eau. Enfin, il y a énormément de dimensions qui se croisent et dialoguent entre elles. Et le spirituel est toujours présent. Pour faire un peu écho à ce que vous disiez juste avant, c'est qu'en France, on a tendance à considérer l'eau comme un bien de consommation, alors que là, on est vraiment dans une dimension de quelque chose qui est de l'ordre du sacré, qui est de l'ordre de quelque chose de précieux et d'immatériel presque. Et je ne dévoile pas tout, je dirai la suite après. Merci beaucoup Cindy. C'est vrai que c'est important pour nous aussi, en fonction des pays dans lesquels on intervient et en fonction de la proximité de l'eau ou non, on a plus ou moins de travail à faire. Et typiquement au Bénin, c'est un petit peu comme en France, il y a énormément d'eau. Et donc l'eau est là, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir aussi permettre aux populations de l'appréhender, de pouvoir la transformer, la rendre potable, de pouvoir la rendre à la nature dans de bonnes conditions et faire que l'assainissement qui est apporté soit correct. Donc peut-être pour vous partager un petit peu ce qu'on fait nous avec Initiative Développement sur ces questions-là, je passe la parole à Michael qui va nous présenter un petit peu notre action, tant sur ces dimensions d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi plus largement de rapport au climat par rapport à l'eau, source de vie. Merci, on m'entend bien. Donc effectivement, sur le sujet, je vais faire moi plus un focus sur Initiative Développement, notre métier, et ce qu'on rencontre au quotidien aussi avec nos partenaires. Peut-être on peut montrer la diapositive suivante. Donc Initiative Développement, on intervient aujourd'hui dans 8 pays, principalement en Afrique, en Haïti également. Donc on a plus de 25 ans d'activité. Notre cœur de métier, c'est d'accompagner des acteurs locaux dans un principe de renforcement, d'autonomie, pour que ces acteurs puissent répondre par eux-mêmes aux enjeux, aux défis sociaux, environnementaux et économiques de leur territoire. Donc on travaille avec des collectivités, on travaille avec des intercommunalités, on travaille avec des acteurs associatifs dans une approche de territoire. Sur les questions d'eau et d'assainissement, pour faire écho un peu aux discussions qu'on a pu avoir et à l'intervention de l'artiste, si on pouvait faire une photographie ou en tout cas synthétiser les grands enjeux qu'on rencontre au quotidien avec nos partenaires, on pourrait synthétiser les enjeux de l'eau douce autour de 4 grands enjeux. Le premier enjeu qui serait la difficulté croissante à répondre aux usages divers de l'eau. Au risque de vulgariser un peu, on est sur des territoires des fois très différents, mais la photographie on pourrait en tout cas trouver des enjeux communs sur nos différents territoires, qu'on soit au Tchad, dans un pays sahélien, ou qu'on soit à Madagascar, dans une zone un peu plus tropicale. On a quand même, en tout cas, le secteur agricole qui est un peu au centre de la vie quotidienne des habitants et des populations, et qui est aussi le plus gros consommateur en eau potable. On se rend compte que de ce fait-là, les populations sont d'autant plus, je dirais, fragilisées par rapport au risque de changement climatique, même si on pourrait quand même globalement dire que les effets naturels, en tout cas, sont assez minimes par rapport à l'impact de l'activité humaine sur les ressources. On pourrait parler de déforestation. On a mis une image là juste pour
on peut revenir sur la diapo juste précédente, juste un peu pour schématiser un peu l'impact des feux de forêt. C'est l'image qui est en haut. C'est une vue satellite qui démontrait des points de chaleur et qui montrait à quel point la déforestation et les feux de forêt ont un impact très important en Afrique. On parle de 2 millions d'hectares par an en termes de déforestation. Et on sait à quel point les forêts ont un rôle essentiel dans le cycle de l'eau et dans le maintien des sols et le maintien de la ressource. Voilà. Donc ça, c'est sur le premier enjeu. Le second enjeu, donc, c'est l'accessibilité à l'eau potable. Sur les territoires africains, on est sur un enjeu assez immense, avec encore des chiffres qui peuvent être très différents selon les localités, ou qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, pardon. Mais on parle d'une accessibilité, par exemple, de 30% aux Comores. On pourrait parler de 65 à 70% au Bénin, de populations qui ont accès à une eau potable. Le troisième enjeu qu'on pourrait citer, donc, c'est la maîtrise des pollutions, le maintien de la qualité de la ressource, donc l'assainissement, où là, on est sur des territoires où on parle de défécation à l'air libre. 60 à 70% des populations n'ont pas d'accès à une toilette et pratiquent la défécation à l'air libre. Un autre chiffre qu'on peut retrouver couramment, c'est que 80% des eaux sont rejetées sans traitement, donc ce qui a forcément un impact sur les ressources. Et le quatrième enjeu, c'est la maîtrise des phénomènes naturels. Autant on peut avoir des phénomènes de sécheresse, mais on peut avoir aussi des phénomènes on en parlait tout à l'heure, de la pluie, la maîtrise du pluvial en quelque sorte, notamment dans les zones urbaines où les infrastructures ne sont pas toujours dimensionnées comme il le faudrait, et ça a un impact sur la vie des populations. Il y a une jolie photo d'inondation sur Moundou, je crois, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. On a parlé du plastique, on a une photo qui illustre aussi la gestion des déchets sur les territoires, qui a un impact aussi assez catastrophique sur la ressource en eau. Voilà. Donc pour en revenir au cœur de métier d'initiative développement, on parle d'infrastructures, d'accès à l'eau potable, mais les plus gros enjeux que l'on retrouve sur nos territoires, c'est la capacité à gérer et à pérenniser les services ou les ressources. Et pour ça, les gros enjeux sur lesquels on travaille, c'est de pouvoir mobiliser les acteurs autour de ces questions-là. On peut passer peut-être à la diapositive suivante. Donc, on pourrait parler des enjeux techniques. Ça fait partie, ça aussi, de notre métier, d'accompagner les acteurs sur du diagnostic de territoire, faire des études techniques pour apporter des réponses techniques, accompagner les acteurs sur de la formation. Mais les plus gros enjeux, c'est surtout la mobilisation collective autour de ces problématiques. Donc on travaille, nous, sur des différentes approches. On peut parler de concertation, de mobilisation multi-acteurs. Et on a surtout parlé de la compréhension et de la lecture de ces enjeux-là, et en tout cas des attentes des populations et des acteurs avec lesquels on travaille ne sont pas forcément perçus de la même façon que nous, Européens, on peut avoir la compréhension d'un sujet. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des approches qu'on appelle chez nous approches orientées changement, qui visent à vraiment travailler avec les acteurs, comprendre ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin, et que surtout eux soient leaders en fait, du changement et d'amélioration sur leur territoire. Voilà. On peut peut-être montrer les diapositives suivantes, surtout à titre d'illustration de ce qu'on fait. On intervient sur des infrastructures d'eau potable, les gros enjeux étant de mettre en place des dispositifs adaptés au contexte local qui permettent de pérenniser ces infrastructures. Il y a forcément un enjeu financier à payer le service pour qu'il soit pérennisé. Et tout ça, c'est des enjeux parce que peut-être chez nous, c'est devenu naturel, le fait de payer sa facture d'eau. Ce n'est pas forcément compris de la même façon sur tous les territoires. On peut passer à la diapositive suivante. Donc là, c'est plus des interventions en lien avec la protection des ressources, où on va intervenir sur des dispositifs de sensibilisation du public à ce qu'est le cycle de l'eau et venir plus concrètement sur des actions de protection des sources, reboisement en amont, sur les bassins versants. Voilà. Sur la diapositive suivante, c'est des actions plus liées donc, à la gestion des déchets en bas et la gestion de l'assainissement en mettant en place des dispositifs de traitement à bas coût, adaptés, je dirais, au contexte,
et travailler aussi sur l'accès à des infrastructures. Et sur la diapositive suivante, c'est pour illustrer aussi des interventions qu'on a pu mettre en place à Moundou sur la gestion des eaux pluviales pour mettre en place des systèmes de curage et de gestion des caniveaux. Voilà, pour conclure sur le sujet, ce que je pourrais dire, c'est que la plus grosse problématique par rapport à l'eau, c'est sa gestion collective et c'est la mobilisation multi-acteurs. Merci. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant parce en France, on est habitué à payer sa facture d'eau. Quelque part, on paye une facture d'eau comme on paye une facture de steak, mais on ne s'intéresse plus à ça. Alors qu'on a la chance, du coup, en Afrique, quand on bosse, là, on a 2 projets qui démarrent au Bénin là, très prochainement, enfin qui viennent de démarrer. Et on est dans la possibilité de travailler avec les gens sur cette compréhension de ce qu'on va leur apporter comme amélioration, de ce qu'ils vont s'apporter eux comme amélioration, et de l'obligation qui leur est faite de savoir comment ils vont le gérer entre eux. Et donc cette compréhension de cette amélioration de services d'assainissement ou de services de déchets ou de services d'eau, c'est quelque chose qui est facile entre guillemets à comprendre parce que les choses démarrent et qu'on n'a pas la complexité qu'on a chez nous. Donc c'est vrai que moi c'est ça que je trouve le plus passionnant, c'est de pouvoir travailler avec les populations et avec elles, avec les changements qu'ils souhaitent eux, pouvoir déterminer leurs projets et les mener sur du temps long et faire en sorte que les choses s'améliorent pour elles de la façon la plus intéressante et intégrée possible. On va enchaîner du coup avec la 3e partie. Donc là, vous avez assisté à la fin de la performance, cette dernière partie où tous les performeurs retournent dans l'hôtel abandonné autour de la piscine où Rafi poursuit tout le rite. Et tout de suite, ce qu'on remarque, c'est, après avoir vu toutes ces étapes, tous les efforts qu'il a fallu produire, le peu d'eau finalement qui arrive dans la piscine, et vraiment sur cette idée de ce que vous disiez, Emmanuel, de travailler sur un temps long, c'est aussi là ce que Rafi a voulu exprimer, c'est-à-dire cette idée qu'on ne peut pas remplir la piscine d'un seul coup. Il faut vraiment qu'il y ait une action collective, que ça s'inscrit dans un temps long. On a aussi cette idée de cercle, vraiment de cycle qui doit se répéter, de travail collectif, de mise en place de dynamique plurielle qui est vraiment tout au cœur de tout au long de la performance. Et au final, c'est assez révélateur le fait qu'il y a énormément d'éléments qui évoquent l'eau, mais en fin de compte, ça reste la grande absente. Et tout ce qui arrive, à la fin, c'est quelques gouttes après tant d'efforts. Et elle est quand même là, elle est partout, elle est dans la piscine, elle est dans les rituels, elle est dans l'évocation du vaudou, elle est dans la mer, elle est dans les fleurs qui arrivent jusque-là, mais elle est invisible. Et cet élément est aussi représenté par un petit objet qu'on retrouve tout au long de la performance, qui sont les cloches, où les performeurs agitent des cloches tout du long. Et en fait, dans la pensée vaudou, ces cloches servent à communiquer avec les divinités invisibles. Et sans doute qu'on peut voir ici la performance comme un moyen de communiquer avec l'eau et de l'appeler comme tout un rite qui invite à son arrivée.
Merci beaucoup, Cindy. C'est intéressant, moi, ce rapport à l'eau, ça me fait penser évidemment au changement climatique. Hein. C'est un sujet qui grandit. C'est un sujet qui grandit au Bénin, parce que pour maintes et maintes raisons, il y a beaucoup d'espaces, de plages, de terres qui disparaissent avec le changement climatique, avec la montée des eaux, puisque Cotonou est quasiment au niveau de la mer. Donc ça influence évidemment un certain nombre d'infrastructures, peut-être probablement comme cet hôtel. Moi, j'en ai connu plusieurs qui étaient abandonnés au Bénin sur ces questions de changement climatique. Et derrière le changement climatique, je trouve qu'on a un écho à cette prestation, dans le sens où, quand on parle climat, on parle CO2, on parle jamais eau. Et moi, je garde un souvenir de la COP sur Amsterdam, où l'ensemble du clip de la COP climat, ça partait sur un verre d'eau. Ensuite, il y avait des inondations, des sécheresses, des ouragans, etc. Et ça revenait sur le verre d'eau. Et on ne parlait jamais d'eau. Et cette dimension d'invisibilité de l'eau, alors qu'elle est au cœur de toutes les problématiques et qu'on devrait s'intéresser à la problématique de l'eau et peut-être même mettre en place des systèmes de valorisation au sens symbolique, au sens bien commun, eh ben c'est quelque chose qu'on ne fait pas sur le changement climatique. Et peut-être que, Laurent, au regard de ce qui se passe actuellement aussi chez nous, et notamment dans la région aussi, on sait qu'il y a beaucoup de sécheresse. Est-ce que cet impact de changement climatique, est-ce que devant cet impact de changement climatique, quelque part, on n'est pas tous égaux, qu'on soit au Bénin, qu'on soit dans la Vienne? Comment toi, tu vois ça? Alors, cette performance est d'autant plus intéressante parce que moi, quand je regarde la piscine et l'état de la piscine, c'est quelque chose qui doit nous interroger, qui doit nous interroger de façon internationale, mais qui doit aussi nous interroger de façon totalement locale. Qu'est-ce qu'on assiste sur l'ensemble du territoire, je dirais presque régional, là? On est, alors sans citer des mots barbares, mais on est en déficit hydrique sur la région. Ça veut dire que notre besoin en eau dépasse, en fin de compte, nos ressources au potentiel, si je puis dire. Ça veut dire qu'on aurait besoin plus d'eau. On est une région relativement pauvre en eau. On le voit, nos rivières sont pas très grandes. Il faut peut-être descendre un peu plus dans le sud, où on a la Charente, qui est un fleuve là, important. Mais à l'échelle départementale, la Vienne n'est pas tellement non plus une grande rivière. Le Clin, c'est relativement faible. Et on assiste depuis quelques années là à un impact réel du dérèglement climatique. Je m'explique. Ça veut dire que les périodes d'étiage sont vraiment de plus en plus aiguës l'été. Moi, c'est la première fois que je vois ça avec nos amis les pêcheurs, la Fédération de pêche, où on a des rivières ou des cours d'eau totalement à sec l'été. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Une disparition de la vie qui devra mettre des années de reconstruction pour ça. Donc ça c'est quelque chose qui n'est plus marginal, malheureusement, sur notre territoire. Et à l'inverse, on a des épisodes pluvieux, très aigus. C'est-à-dire qu'on peut avoir, sur le département, sur Poitiers en particulier, il y a des épisodes qui se sont passés comme ça sur Poitiers, où on a des précipitations, ce qu'il tombe parfois en 2 heures, c'est ce qu'il devrait effectivement avoir en pluviométrie sur une échelle de temps de 4 mois. Donc ça crée des perturbations, des inondations, des turbulences. Ça veut dire que parfois on a des excès d'eau qu'on ne peut pas contrôler et des périodes de très grande sécheresse. Et on peut le voir, on a des arrêtés qui sont prises systématiquement l'été, ou même en dehors de l'été, des arrêtés préfectoraux ou communaux sur les usages domestiques, mais aussi agricoles de l'eau. Donc c'est des choses qui vraiment malheureusement se répètent de plus en plus, avec même parfois des périodes totalement décalées. Et on voit qu'aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de conflits d'usage. On a des conflits d'usage entre l'eau potable et puis l'usage agricole. Donc ce dérèglement climatique, il s'opère sur 2 faces. C'est-à-dire qu'il est impératif aussi de changer de mode de consommation, d'avoir un autre rapport à l'eau, d'une autre utilisation, parce qu'on a cet aspect-là. Alors on n'a pas le temps, mais on pourrait aborder le volet qualitatif de l'eau, puisque ce qu'on note, j'en fais juste une petite phrase, c'est qu'on a quand même, mon discours n'est pas totalement désespérant, on a quand même de l'eau, des réserves en eau, mais ce qu'on voit, c'est qu'un recul de la qualité de nos eaux brutes font
qu'on a un problème de quantité, puisque l'ensemble de ces quantités ne sont plus disponibles parce qu'on a des excès de nitrates ou de pesticides, malheureusement, dans nos eaux brutes. Voilà. C'est intéressant aussi par rapport à la performance, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à pouvoir se dire qu'on va agir pour trouver des solutions, et quand on agit, on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose, quoi, et qu'il va falloir qu'on réapprenne en fait, à se connecter à la nature, à se connecter à l'eau, mais sous toutes ses formes, pour trouver des solutions qui ne soient pas pérennes au sens de l'humanité par rapport aux besoins qu'on peut avoir, mais qui soient pérennes au sens de la planète. C'est-à-dire comment on va adapter nos modes de fonctionnement pour faire en sorte de préserver la ressource en eau. Ça, c'est aussi intéressant. C'est quelque chose, moi, ça fait une trentaine d'années que je bosse dans ces dynamiques de développement en Afrique avec tout un tas de pays. Et c'est un sujet qui n'existait pas. Le sujet de la protection de la ressource en eau, c'est un sujet qui n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on rencontre partout, sur tous les territoires où on interagit. On se rend compte que c'est un sujet qui grandit. Donc, par rapport au sujet qu'on a choisi ce soir, l'eau, source de vie, je pense que ça fait un écho tout à fait intéressant de pouvoir se dire il faut à la fois qu'on pense à amener l'eau chez les gens pour que chacun puisse vivre dignement, mais il faut aussi qu'on pense à la place de l'eau sur la planète pour faire en sorte de continuer à vivre tous ensemble avec cette eau qui est indispensable. 3 jours sans eau et on est mort. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. En tout cas, en quelques minutes, l'artiste nous ramène à cet essentiel de l'eau pour la vie, quoi. On va peut-être du coup inviter Julie à nous partager les questions éventuelles qui seraient venues sur les réseaux. Je vais laver le micro. Hop, on m'entend ? Oui, juste le temps de laver le micro. Et j'ai des petites questions pour vous. Alors, question de Bruno Alapetite, directeur de l'exploitation et des terres des eaux de Vienne-Siverge. Alors, face à tous ces enjeux, question adressée à Laurent, face à tous ces enjeux, comment une collectivité peut, à son niveau, agir avec les moyens qui sont à sa disposition ? Alors, sur les thèmes quantitatifs, il y a d'abord une collectivité est avant tout un service public. Donc, sa mission d'abord impérieuse, c'est ce qui a été largement fait sur le territoire, c'est de trouver des ressources en eau en nombre, et je dirais, parce qu'il y a ce terme, et de les exploiter convenablement. Pourquoi je dis convenablement ? Puisqu'on le voit sur notre territoire national, mais de façon internationale, le problème que rencontre cette ressource fragile, c'est l'exploitation d'un système économique abusif qui la détériore au niveau qualitatif que quantitatif. Donc, à nous de changer nos comportements, notre regard, et d'être très respectueux de cette ressource qui nous amène tant. Donc, c'est bien quelque chose ça ne doit pas être vu comme, je dirais, un produit, un produit économique, mais bien comme une ressource vitale. Donc, c'est d'abord, moi, je pense, en prendre soin et de travailler avec l'ensemble des acteurs sur le territoire de façon parcimonieuse et douce. Et justement, on a une question de Lola du Maroc qui demande vous parlez d'approche orientée changement. Concrètement, sur l'eau, c'est quoi ? Ça donne quoi ? Donc peut-être pour Emmanuel Poilane ou Michael Josse. Michael ? Alors attendez, hop, technique de nettoyage de micro. Ça ne change pas le problème. Est-ce qu'on m'entend ? Alors, je vais essayer de répondre et Emmanuel pourra éventuellement compléter si je ne réponds pas complètement à la question. Les problématiques de l'eau et de l'assainissement, c'est des problématiques où, je dirais, il y a multiples entrées, et il y a certaines entrées qui sont un peu plus liées à, je dirais, des aspects sociaux, en quelque sorte, qui ne sont pas forcément moi de mon métier, mais chez ID, on a plusieurs compétences, et on a notamment certains de nos collègues qui travaillent sur ces approches, qui sont l'approche orientée changement. Le principe, donc l'approche orientée changement, c'est une méthodologie qui est mise en place pour accompagner les acteurs, pour les questionner sur des problématiques précises, pour qu'eux-mêmes
prennent conscience en quelque sorte de ces problématiques-là et accompagner ces acteurs pour qu'eux-mêmes proposent des solutions et mettent en œuvre des actions. On travaille depuis peu sur ces méthodologies-là dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, et notamment de l'assainissement, où la problématique de la défécation à l'air libre est un sujet qui a été longuement travaillé par les acteurs du secteur, par beaucoup d'ONG, qui ont mis en œuvre différentes méthodologies. On parlait d'ATPC, donc c'est des méthodologies qui visent à travailler avec les communautés pour les accompagner à mettre en place des toilettes au sein du foyer. Et c'est des méthodologies qui sont assez complexes et qui méritent d'y porter une attention sur le long terme, parce que le changement de comportement, ça nécessite du temps. Voilà, encore chez nous, si on parle d'assainissement ou de déchets, on retrouvait assez couramment des déchetteries sauvages. Tout ça, ça a mis du temps et ça a été des longues campagnes de prise de conscience. Donc nous, l'approche orientée changement, c'est des méthodologies qu'on met en place sur nos terrains d'intervention. Et actuellement, en tout cas, sur l'assainissement, pour essayer de trouver des solutions voilà, pour travailler sur la mobilisation des acteurs autour de ces problématiques. Peut-être, je ne sais pas si Emmanuel, tu veux compléter. Oui, peut-être juste un petit complément. Donc, tu as bien expliqué pour l'eau. Je vais peut-être donner un exemple sur un autre sujet pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, cette approche orientée changement. On a mené au Tchad un projet sur les écoles, sur la scolarisation des filles, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait très peu de filles qui allaient à l'école. Et donc, avec l'approche orientée changement, on a fait en sorte, groupe d'acteurs par groupe d'acteurs, de faire émerger les difficultés qu'ils rencontraient et les changements qu'ils souhaitaient. Et en faisant ce travail-là, groupe d'acteurs par groupe d'acteurs, et ensuite ensemble, on a pu faire émerger les incompréhensions, notamment que les mamans pouvaient avoir par rapport à ces dynamiques de scolarisation, et au travers de cette compréhension des dynamiques par les mamans, on a pu faire en sorte que les mamans qui étaient avant à l'extérieur de cette volonté de faire en sorte que les filles aillent à l'école, elles sont devenues actrices de cette dynamique, et on a pu changer complètement les rapports de force à l'intérieur des écoles, puisque les mamans non seulement n'étaient plus, entre guillemets, contre la scolarisation de leurs filles, mais étaient favorables et étaient présentes dans les écoles. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu écrire, parce qu'on ne peut pas obliger les mamans à devenir actrices de l'école telle qu'on pouvait le concevoir, puisque c'était quelque chose qu'elles ne faisaient pas du tout. Et c'est elles-mêmes qui, au travers des échanges qu'elles ont mis en place, qu'elles ont pu prendre cette place qu'elles n'auraient pas pris autrement. Donc c'est bien la méthode qui amène à des changements qui sont voulus par les populations elles-mêmes. D'accord, merci. Je pense que ça répond également à la question de Maxime de Poitiers qui demandait comment évaluez-vous les besoins avant d'intervenir sur le terrain. Donc j'imagine par l'approche orientée changement. Après, si vous voulez compléter peut-être sur ça. Oui, disons que Initiative des Développement, donc c'est une association qui travaille depuis plus de 27 ans maintenant dans 8 pays d'Afrique, et on est très attentif à rester très longtemps sur les mêmes territoires. C'est-à-dire que, par exemple, ça fait 27 ans qu'on travaille en Haïti, dans le nord-ouest du pays. Et en travaillant très longtemps sur un même territoire, ça nous permet de bien connaître les acteurs, de pouvoir déterminer avec les acteurs les projets qui leur sembleraient les plus pertinents, et donc d'avancer avec eux dans ces choix de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on n'est pas opportuniste sur les projets, on travaille sur des espaces qu'on connaît bien et dans lesquels on s'investit sur le temps long. Et donc on peut plus facilement, en étant présent sur ces territoires, construire de nouveaux projets avec les populations, et on franchit des étapes au fur et à mesure. Quand je pense notamment à ce qu'on fait sur l'eau au Tchad, on a commencé par faire des bornes fontaines, des puits, et maintenant on travaille sur la mise en place de services d'eau avec des dimensions d'expertise technique, d'entretien des réseaux, etc., ce qu'on n'aurait pas pu faire au départ. Mais en travaillant sur le temps long, on arrive à faire ça. Et c'est aussi la grande chance qu'on a de travailler avec des collectivités comme Poitiers, Grand Poitiers, c'est qu'on a des dynamiques de coopération décentralisées où on travaille ensemble sur du temps long pour apporter des dynamiques de coopération qui nous permettent de franchir des étapes avec les populations que l'on aide.
et petit à petit d'arriver à une qualité de service qui permet à des populations de plus en plus importantes de pouvoir vivre dignement. Super, merci. Alors une question peut-être, je suis bien connectée, pour Cindy Olou. Pourriez-vous nous parler un peu plus de l'artiste? Est-ce que ces créations sont souvent dédiées à la thématique de l'environnement notamment? Que je vais donner le micro. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, Rafi Okefolaon est un artiste béninois pluridisciplinaire. Alors, il ne travaille pas essentiellement autour de la question de l'eau, mais son travail est toujours très engagé. Ça va faire maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble, donc je l'accompagne sur divers projets. Et à chaque fois, c'était des projets qui étaient engagés soit sur les questions sociales, sur la question des migrants, comme avec l'exposition Beaux-Arts qu'on avait fait à Bruxelles, soit sur la question environnementale, sur le projet Morphologie, qui cette fois abordait la question de la forêt amazonienne en Guyane, de la déforestation et du coup de la destruction de l'habitat de ce papillon, justement le papillon morpho. C'est un papillon assez reconnaissable à ses ailes bleu pétrole très vives. Et là, en plus, il a créé un centre culturel pour former les artistes, les accompagner, accueillir des activités sociales et culturelles au Bénin avec la Grande Place. Donc c'est vraiment un artiste qui a une démarche très engagée et pour qui l'art est vraiment en dialogue avec la société de manière intrinsèque. C'est pas quelque chose qui est déconnecté des problématiques sociales qu'on vit tous au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement pensé à lui pour cette soirée et cette performance quand Isabelle m'a parlé du projet, parce que j'étais sûre que ça allait résonner avec des problématiques qu'il connaît. Et puis, il vit au Bénin et il travaille là-bas, donc c'était assez évident. Donc l'eau, pas forcément, mais toujours des questions très engagées, environnementales, sociales, politiques. Merci Cindy, merci à tous. Comme nous n'avons plus de questions, 2 choses avant de vous quitter. Merci de nous avoir suivis. Petite intro à ma conclusion. Première chose, si vous êtes porteur d'un projet qui lutte contre le dérèglement climatique et ses inégalités en Nouvelle-Aquitaine ou sur le continent africain ou en Haïti, on a actuellement, avec notre programme Défi, un appel à candidature en cours. Donc voilà, que vous soyez une association, une ONG, une collectivité, une entreprise sociale, n'hésitez pas à vous renseigner et à voir effectivement si vous candidatez pour cet appel à candidature. Ensuite, dernière chose, nous voulions vous dire à tous un grand merci. Merci à Michael Joss, à Cindy Olou, à Laurent Lucot, à Emmanuel Poilane pour vos interventions, d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir éclairés sur l'eau comme défi écologique sur le continent africain et pas qu'africain, aussi local. Merci grandement. Mais on a également, on va remercier également les personnes en backstage, par exemple Isabelle Berrier, qui a fait remonter vos commentaires, vos questions. On a également Anthony Deneau, qui est le facilitateur du Cobalt, et sa collègue et directrice Lisa Harel, qui nous ont permis de faire cet événement au Cobalt. On a également ici présent Bruno Alapetite, le directeur de l'exploitation et des territoires des eaux de Vienne, mais également Dana Khoury, coordinatrice de l'Institut des Afriques et de la Semaine des Afriques, avec qui nous organisons cet événement, et sa collègue qui n'est pas là, Vitiana Rombi. Également tous nos collègues qui ont permis cet événement chez Initiative Développement, notamment Alexandra Besnard, Lola Ortega, Maxime Dussault. Merci à tous pour la préparation de cet événement. Merci à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis. Et bonne fête de soirée, portez-vous bien et à très bientôt.